Chapitre 2, la théorie du producteur. Ce chapitre est centré sur l'identification de l'équilibre du producteur. On retrouve des choses qu'on a vues chez le consommateur. Dans le premier graphique, on a l'ensemble des choix de combinaison de production. Donc on voit qu'on a ici un équilibre du producteur, on a la contrainte en bleu, donc avec le budget niveau 1. On a une isocante qui est ici, qui permet de produire une certaine quantité, et donc on a vu dans le chapitre précédent comment on trouvait cet équilibre. Cet équilibre nous donne la quantité de facteur Z1 étoile, donc la quantité de facteur 1 qu'on va utiliser à l'équilibre, ainsi que la quantité de facteur 2 qu'on va utiliser à l'équilibre également. Si on avait un budget plus élevé, on aurait par exemple la contrainte rouge. On verrait qu'ici, la carte d'indifférence, la courbe d'indifférence ne serait plus celle d'équilibre puisqu'on serait à l'intérieur du triangle rouge. Là, on choisirait, on sélectionnerait la courbe d'indifférence qui est tangente ici à la droite rouge. Comme dans le chapitre précédent, plus la contrainte de budget se trouve en haut à droite, plus le budget alloué à l'achat des matières premières, des facteurs de production est important, et plus l'isocante est en haut à droite, plus les quantités produites, qui peuvent être produites, sont importantes. Deuxième graphique, que se passe-t-il si on a une augmentation du prix d'un des deux facteurs? Alors même chose, ça vous rappelle ce qu'on a vu sur le consommateur, c'est le même raisonnement. Lorsqu'on était sur cet équilibre initial en bleu, on avait cette quantité de facteur 1 qui était utilisée, le prix du facteur 1 augmente, donc on peut en utiliser moins, par conséquent il va par exemple se translater de ce point-là à ce point-là. Donc on a par conséquent un nouvel espace de production, le triangle rouge, qui est plus petit que le triangle bleu initial, c'est normal, on a un des facteurs de production qui est devenu plus cher, donc on va en acheter moins, donc on va produire moins, et donc l'équilibre effectivement est ici plus faible en quantité. On voit qu'on est sur une isocante qui est en dessous de la première, donc la quantité correspondante à cette isocante est forcément plus faible que la quantité de l'isocante initiale. Est-ce qu'on a un équilibre avec une isocante ici, donc un équilibre ici? Est-ce qu'on peut avoir un équilibre ici ou est-ce qu'on aurait un équilibre ici? Toutes les situations sont possibles. En fait, le producteur va répartir son budget sur l'achat du facteur Z1 et du facteur Z2. Donc, il peut très bien maintenir la quantité de facteur Z2 et réduire la quantité de Z1. Donc, par conséquent, on aurait une isocante qui serait tangente ici en ce point. On peut très bien avoir un producteur qui réduit la quantité de Z1 mais aussi la quantité de Z2, Z1 étant devenu tellement cher qu'il ne peut même plus acheter du facteur Z2, donc il va réduire les deux quantités. À ce moment-là, on aura un point d'équilibre par ici. Et dans ce qui est dessiné, on voit qu'en fait il y a une substitution du facteur 2, 1 par le facteur 2. Donc en fait ici on a réduit la quantité de facteur 1, on est bien passé de cet équilibre-là, donc cette quantité-là à celle-ci. Par contre, on a augmenté la quantité de facteur 2 utilisée. Donc on a utilisé moins de facteur 1, puis on a essayé de compenser en mettant un peu plus de facteur 2. Si on fait le raisonnement du graphique, du premier graphique de cette vidéo, avec une multiplicité de quantités, on obtient ce type de graphique. Et dans ce graphique, on va avoir tout un tas d'équilibres. Donc là, il y en a 3 qui sont représentés, mais en fait, il faut en imaginer une infinité. Donc vous avez un premier équilibre qui est là, un deuxième équilibre qui est là, un troisième équilibre qui est là, etc. etc. Plus le budget du producteur augmente, donc plus le producteur dispose de sommes d'argent importantes pour acheter un grand nombre de matières premières, et bien plus il peut produire en grande quantité. À chaque fois, on se retrouve sur un équilibre, et lorsqu'on relie tous ces équilibres, on obtient une courbe qui s'appelle le sentier d'expansion. Alors dans ce qui est tracé, le sentier d'expansion est une droite. Par contre, on peut très bien obtenir quelque chose qui aurait la forme d'une exponentielle, donc quelque chose qui se met à grimper, ou au contraire quelque chose qui a la forme d'une racine carrée. Ce qu'on ne peut pas avoir, c'est un sentier d'expansion qui est décroissant, donc ça sera, ce qu'on va tracer là en vert, ça sera forcément croissant, mais ça peut être une exponentielle, ça peut être une droite, ça peut être une racine carrée, en fonction de quoi? En fonction de la répartition qu'on va faire sur les facteurs Z1, Z2. Pour une racine carrée, par exemple, lorsque la quantité va augmenter, quantité produite va augmenter, on voit que la quantité de facteur Z1 dont on va avoir besoin augmente très fortement. Par contre, la quantité de facteur Z2 dont on a besoin augmente
peu fortement, enfin moins vite en tout cas, moins fortement.